Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que s'offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup d'entre nous connaissent de très près, parfois depuis l'adolescence, parfois depuis 10, 15 ou 20 ans de notre vie. Un sujet qu'on prend pourtant rarement le temps de vraiment comprendre, ni même de questionner. Je parle de la pilule contraceptive. C'est un petit comprimé qu'on avale presque machinalement, souvent tous les matins et à la même heure, pendant des années, et pourtant, derrière ce geste répété, il y a une histoire hormonale complexe. Des choix multiples, des polémiques bien réelles, et surtout un vécu intime qui diffère énormément d'une personne à l'autre. Dans cet épisode, je vais vous expliquer à quoi sert la pilule, comment la prendre correctement, quels sont les différents types qui existent, et je vais aussi aborder les risques et les polémiques qui l'entourent, notamment autour du cancer. Puis, dans la dernière partie, je vous partagerai mon expérience personnelle, une expérience qui a duré 11 ans, puis une pause de 3 ans que je pensais définitive et une reprise récente que je n'avais pas du tout anticipée. Installez-vous confortablement, on va commencer. Mais surtout, n'oubliez pas, je ne suis pas médecin et il faut en parler avec votre médecin, votre gynécologue, votre sage-femme, puisque c'est du sur-mesure. Alors, à quoi sert la pilule contraceptive? C'est un moyen de contraception hormonale, son rôle principal c'est d'empêcher une grossesse, mais concrètement, comment fait-elle ça? Il faut comprendre que notre cycle menstruel naturel repose sur un jeu d'hormones très précis. Chaque mois, les ovaires libèrent un ovule, c'est ce qu'on appelle l'ovulation. Et si cet ovule rencontre un spermatozoïde, une grossesse peut débuter. La pilule, en apportant des hormones de synthèse, des œstrogènes et progestatifs pour la pilule combinée ou progestatifs seuls pour la pilule appelée microprogestative, vient perturber ce cycle naturel de plusieurs façons. Premièrement, elle bloque l'ovulation. S'il n'y a pas d'ovule libéré, il ne peut pas y avoir de fécondation. Deuxièmement, elle épaissit la glaire cervicale, ce liquide présent au niveau du col de l'utérus. Cette glaire qui devient plus dense, plus difficile à traverser, ce qui gêne considérablement le passage des spermatozoïdes. Troisièmement, elle modifie la paroi de l'utérus, l'endomètre, la rendant moins propice à l'implantation d'un éventuel embryon. Prenons un exemple concret pour bien comprendre. Imaginez Camille, 22 ans, qui commence la pilule après sa première consultation gynécologique. Chaque matin en se brossant les dents, elle avale son comprimé. Sans qu'elle y pense consciemment, son corps ne libère plus d'ovules ce mois-ci. C'est cette action silencieuse répétée chaque jour qui constitue la protection contraceptive. Il faut aussi savoir que la pilule, quand elle est prise correctement, affiche une efficacité théorique proche de 99%. C'est ce qu'on appelle l'indice de Pearl. Mais dans la pratique, avec les oublis, les décalages horaires, les interactions médicamenteuses, l'efficacité réelle tourne plutôt autour de 91%. C'est une différence importante à connaître, car elle explique pourquoi certaines grossesses surviennent malgré la prise de pilule. Enfin, précisons que la pilule ne protège absolument pas contre les infections sexuellement transmissibles. Ce point est essentiel et souvent oublié, seul le préservatif protège à la fois contre une grossesse et non désirée et contre les IST. Comment prendre la pilule correctement? Eh bien, la façon de la prendre dépend du type choisi, mais voici les grands principes. Pour une pilule combinée classique, on prend généralement un comprimé par jour pendant 21 jours, suivi d'un arrêt de 7 jours pendant lequel survient un saignement. C'est ce qu'on appelle un saignement de privation. Souvent appelé règles, mais si ce n'est pas exactement des règles au sens biologique. Certaines plaquettes contiennent 28 comprimés avec des comprimés placebo pour les 7 derniers jours, ce qui permet de ne jamais interrompre le geste quotidien et d'éviter les oublis. Pour la pilule microprogestative, la prise est en continu, sans interruption, tous les jours de l'année, sauf souvent en fait à heure fixe et avec une marge de tolérance beaucoup plus stricte, parfois de seulement 3 heures selon la molécule. Si on prend l'exemple de situations très courantes, imaginez Léa qui prend sa pilule tous les soirs à 21 h. Un soir, elle sort dîner avec des amis, rentre tard et s'endort sans y penser. Le lendemain matin, elle se rend compte de l'oubli. Que doit-elle faire? Eh bien, la règle générale pour une pilule combinée est la suivante, c'est si l'oubli est constaté dans les 12 heures suivant l'heure habituelle, elle prend le comprimé oublié immédiatement et continue sa plaquette normalement. La protection, eh bien, elle y reste assurée, et si l'oubli dépasse les 12 heures, la protection contraceptive n'est plus garantie. Il faut alors prendre le comprimé oublié, continuer la plaquette, mais utiliser un préservatif pendant les 7 jours suivants. En plus, si un rapport a eu lieu dans les jours précédant l'oubli, une contraception d'urgence peut être nécessaire. Autre exemple de situation, celui du décalage horaire. Imaginez Sarah qui part en voyage au Japon avec 9 heures de décalage. Elle doit adapter progressivement l'heure de prise de sa pilule pour ne pas dépasser la marge de tolérance, surtout si elle prend une pilule microprogestative où la marge a été très courte. Il faut aussi savoir que certains médicaments diminuent l'efficacité de la pilule. C'est le cas par exemple de certains antibiotiques, comme la rifampicine, et de certains traitements contre l'épilepsie, ou encore du millepertuis, cette plante utilisée parfois contre les états dépressifs légers. Parfois on parle aussi d'éviter de manger du pamplemousse ou du jus de pamplemousse. Et dans ce cas, un moyen de contraception complémentaire est recommandé pendant toute la durée du traitement.
par exemple de combiner avec l'utilisation d'un préservatif. Les vomissements et les diarrhées importantes dans les heures qui suivent la prise peuvent également compromettre l'absorption de la pilule comme si le comprimé n'avait pas été pris du tout. Et un dernier conseil pratique, c'est de mettre une alarme quotidienne sur son téléphone à la même heure. Ça reste l'un des moyens les plus efficaces pour éviter les oublis, et beaucoup de femmes utilisent aussi des applications de suivi de cycle qui envoient des rappels. Personnellement, j'utilise l'application Mes Règles, qui est gratuite et qui permet de bien suivre son cycle. Alors, après, il existe différents types de pilules. Alors, il y a une grande variété et le choix se fait toujours avec un médecin ou une sage-femme, un gynécologue, en fonction du profil de santé de chacune. On distingue d'abord deux grandes familles. La première, c'est les pilules combinées qui sont appelées œstroprogestatives. Elles contiennent à la fois des œstrogènes de synthèse, le plus souvent l'éthénylestradiol, et un progestatif, et elles sont elles-mêmes classées en génération selon le type de progestatif utilisé. Donc les pilules de première et deuxième génération contiennent des progestatifs plus anciens, comme le lévonorgestrel. Elles sont statistiquement associées à un risque de thrombose veineuse un peu plus faible que les générations suivantes, ce qui explique qu'elles soient aujourd'hui recommandées en première intention par les autorités de santé. Les pilules de troisième et quatrième génération contiennent des progestatifs plus récents, comme le désogestrel, le gestodène ou la drospirénone. Elles sont parfois prescrites pour leurs effets secondaires perçus comme plus favorables sur la peau ou le poids, pour ceux que de l'acné par exemple, mais elles présentent un risque thrombotique légèrement supérieur, ce qui nourrit une polémique importante que nous aborderons dans la partie suivante. Ensuite, la deuxième grande famille, ce sont les pilules microprogestatives qui ne contiennent pas d'œstrogène, uniquement un progestatif à faible dose, et elles sont souvent prescrites aux femmes qui ne peuvent pas prendre d'œstrogène, par exemple en cas d'antécédent de thrombose, de migraine, avec aura, d'hypertension ou pendant l'allaitement. Prenons un exemple de situation pour illustrer ce choix. Imaginez Inès, 30 ans, qui allaite son bébé de 2 mois et souhaite reprendre une contraception. Son médecin lui déconseille les œstrogènes pendant l'allaitement et lui prescrit une pilule microprogestative compatible avec sa situation. Autre exemple, Manon, 26 ans, souffre de migraine avec aura depuis l'adolescence. Les œstrogènes de synthèse augmentant le risque d'accident vasculaire cérébral chez les femmes migraineuses avec aura, sa gynécologue l'oriente également vers une pilule microprogestative ou vers un autre moyen de contraception hormonale. Il existe aussi des différences de dosage à l'intérieur même des pilules combinées. Certaines sont dites monophasiques avec le même dosage d'hormones sur toute la plaquette. D'autres sont biphasiques ou triphasiques avec des dosages qui varient au fil du cycle pour se rapprocher davantage des variations hormonales naturelles. Le choix du type de pilule dépend donc de nombreux facteurs: l'âge, les antécédents personnels et familiaux, notamment cardiovasculaires, le tabagisme, le poids, la tolérance aux effets secondaires et les objectifs propres à chaque femme, qu'il s'agisse de régulation du cycle, d'amélioration de l'acné ou de simple contraception. Parlons maintenant d'un sujet plus sensible, les risques associés à la pilule et les polémiques qui ont marqué son histoire récente. Le risque le plus documenté est celui de la thrombose veineuse, c'est-à-dire la formation d'un caillot sanguin, le plus souvent dans une veine profonde de la jambe, ce qu'on appelle la phlébite, avec un risque que ce caillot migre vers les poumons, formant une embolie pulmonaire qui peut être grave, voire mortelle. Ce risque, bien que rare en valeur absolue, a été au cœur d'une polémique majeure en France au début des années 2010 autour des pilules de troisième et quatrième génération. Plusieurs cas dramatiques largement médiatisés ont mis en lumière le fait que ces pilules plus récentes présentent un surrisque thrombotique par rapport aux générations précédentes, sans bénéfice contraceptif supplémentaire démontré. Cette période a profondément marqué la confiance de nombreuses femmes envers la pilule et a conduit les autorités sanitaires à recommander de privilégier les pilules de première et deuxième génération en première intention. Concernant le cancer, la question est plus nuancée et mérite d'être expliquée avec précision car c'est un sujet qui suscite beaucoup d'inquiétudes et parfois disproportionnées. Les études montrent que la pilule combinée est associée à une légère augmentation du risque du cancer du sein pendant la durée de la prise, un risque qui diminue progressivement après l'arrêt et qui redevient comparable à celui d'une femme n'ayant jamais pris la pilule au bout de quelques années. A l'inverse, la pilule est associée à une diminution significative et durable du risque de cancer de l'ovaire et du cancer de l'endomètre, une protection qui peut persister pendant des décennies après l'arrêt. Elle est également associée à une légère augmentation du risque du cancer du col de l'utérus en cas de prise prolongée, un risque lié en réalité principalement au papillomavirus, le HPV, ce qui souligne l'importance du dépistage régulier par frottis, indépendamment de la contraception utilisée. Et en aparté, c'est aussi pour cette raison-là aussi que j'ai culpabilisé quand j'ai fait ma conisation et qu'on a enlevé mes cellules précancéreuses en fait, concernant le cancer du col de l'utérus parce que je me suis dit au départ que c'était à cause de la pilule et que ça avait aggravé, enfin que c'était un facteur de risque supplémentaire. Donc je m'en suis beaucoup voulu à l'époque. Bon, il faut retenir que la pilule augmente légèrement certains risques et en diminue d'autres de manière significative. La décision de prendre ou non doit toujours être individualisée en tenant compte des antécédents familiaux et personnels de chacune.
Et d'autres effets secondaires moins graves mais très fréquents sont régulièrement rapportés, comme des maux de tête, une tension mammaire, des nausées en début de traitement, une modification de la libido et des sautes d'humeur, voire des états dépressifs chez certaines femmes particulièrement sensibles aux variations hormonales. Et certaines ont même eu des crises urticaires. Une grande étude danoise publiée il y a quelques années a d'ailleurs mis en évidence un lien statistique entre la prise de contraception hormonale et un risque accru de diagnostic de dépression, en particulier chez les adolescentes, et une donnée qui a renforcé le mouvement de plus en plus visible ces dernières années, de femmes questionnant leur rapport à la pilule et cherchant à mieux comprendre son impact sur leur corps et leur santé mentale. Ce mouvement, parfois appelé la déconstruction de la pilule, ne signifie pas pour autant que la pilule est un mauvais outil en soi, mais pour beaucoup de femmes, elle reste une solution efficace, simple et bien tolérée. Mais il traduit en fait un besoin légitime d'informations plus complètes et le droit de choisir en toute connaissance de cause plutôt que par défaut ou par habitude. Ensuite, il existe d'autres moyens de contraception. La pilule n'est pas le seul moyen disponible. Il semble important d'en présenter un panorama pour que chacune puisse se sentir légitime dans ses choix. En fait, il y a d'abord les autres méthodes qui sont hormonales, comme l'implant contraceptif. C'est un petit bâtonnet qui est inséré sous la peau du bras, qui diffuse un progestatif en continu et protège pendant 3 ans, sans aucune action quotidienne à réaliser. Ensuite, il y a aussi le patch contraceptif qui se colle sur la peau et se change chaque semaine. Ensuite, il y a aussi l'anneau vaginal, un anneau souple inséré dans le vagin qui diffuse des hormones et se change une fois par mois. Et il y a aussi le stérilet hormonal, aussi appelé DIU hormonal, posé directement dans l'utérus et efficace pendant plusieurs années. Il y a ensuite les méthodes non hormonales, comme le stérilet en cuivre, qui agit par un mécanisme mécanique et chimique local, sans aucune hormone, une option de plus en plus choisie par les femmes qui souhaitent s'éloigner des traitements hormonaux. Ensuite, évidemment, il y a aussi le préservatif masculin ou féminin, qui est le seul moyen protégé à la fois contre la grossesse et contre les infections sexuellement transmissibles, et le diaphragme et la cape cervicale, des dispositifs mécaniques à placer avant chaque rapport. Et il y a aussi les méthodes dites naturelles, mais qui sont largement polémiques, comme la symptothermie, qui consiste à observer plusieurs indicateurs du corps, comme la température, la glaire cervicale, pour identifier les périodes fertiles. Donc c'est une méthode qui demande une grande rigueur, un véritable apprentissage, et généralement, il peut y avoir des grossesses non désirées. Enfin, il existe une méthode définitive qui est la ligature des trompes, mais il y a aussi la vasectomie pour les hommes, pour les personnes qui ne souhaitent plus avoir d'enfants ou plus d'enfants. Chaque méthode a ses avantages et ses contraintes et son propre rapport au corps. Il n'existe pas de méthode universellement meilleure, seulement une méthode plus ou moins adaptée à chaque vie, à chaque corps et à chaque moment de l'existence. C'est pas parce que vous prenez un moyen contraceptif à un instant T que vous aurez le même à T+1 ou T+2. Passons maintenant à mon expérience personnelle. Je voudrais parler de mon histoire avec la pilule parce que je crois que les chiffres, les explications médicales prennent tout leur sens quand on les met aussi en regard d'un vécu réel. Hem J'ai commencé la pilule à 18 ans, comme beaucoup d'entre nous, presque par automatisme, presque comme un passage obligé de l'entrée dans la vie adulte à la sexualité active, et je l'ai prise pendant 11 ans, sans vraiment me poser de questions jusqu'à mes 29 ans, et où j'ai arrêté parce que mon compagnon d'époque et moi, on souhaitait avoir un enfant. Et puis les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, la vie a pris un autre chemin, et l'essai bébé ne s'est pas concrétisé de la façon dont je l'imaginais. Mais ce qui devait être une simple parenthèse, un arrêt temporaire, s'est transformé en quelque chose de bien plus profond et une véritable libération. En fait, pendant 3 années, sans pilule, j'ai redécouvert des choses que je pensais avoir perdues, ou plutôt que je ne savais même plus que j'avais perdues tant elles étaient devenues invisibles à force d'habitude. J'ai retrouvé mes sensations, mes émotions. C'est difficile à expliquer si on ne l'a pas vécu, mais il y avait comme un voile qui s'était levé. Mon corps m'appartenait de nouveau pleinement, dans ses moindres perceptions. J'ai j'ai retrouvé mes émotions dans toute leur amplitude, sans ce lissage permanent que j'avais fini par considérer comme normal, et ma charge mentale a diminué, comme si une partie de mon énergie auparavant mobilisée en silence par la gestion hormonale artificielle s'était libérée pour autre chose. J'avais tout le temps l'angoisse d'oublier, ou même si j'avais une application de rappel, une alarme tous les matins, j'avais toujours peur d'oublier. Hem Et même plusieurs fois, ça m'était arrivé d'avoir des retards et de paniquer et de me dire que j'étais tombée enceinte alors que pas du tout. C'est juste que j'avais beaucoup de stress et que donc ça avait provoqué un retard. Hem, donc je n'ai plus En fait, pendant 3 ans, je n'ai plus eu la moindre idée noire, ni même ces petits coups de déprime légers et récurrents que j'avais connus pendant des années sans jamais vraiment les relier à la pilule jusqu'à ce que je les vois disparaître. J'ai aussi retrouvé une libido naturelle, spontanée, qui n'obéissait plus à un dosage hormonal extérieur, mais à mon propre corps, à mes propres cycles, à mes propres désirs, à mes envies. Et j'ai retrouvé aussi un cycle naturel avec toutes ses variations, ses signaux, ses informations. Apprendre à lire son corps sans l'intermédiaire d'une hormone de synthèse. Et c'est un vrai apprentissage, mais aussi une vraie forme de reconnexion à soi que je n'avais jamais connue auparavant.
Je n'ai eu aucun désagrément pendant ces 3 années, aucun regret, aucune envie de reprendre et je me suis souvent dit, en fait, avec certitude, presque une certitude tranquille, que je la reprendrai plus jamais, que cette page de ma vie était tournée définitivement. Mais en fait, récemment, j'ai rencontré quelqu'un et avec cette nouvelle relation, avec tout ce qu'elle apporte de beau et aussi de questionnements, de questions concrètes à se poser à 2 et parmi ces questions, il y a celle de la contraception qui s'est posée naturellement mais différemment de ce que j'avais imaginé et donc j'ai dû me résoudre à reprendre la pilule. Je dis bien me résoudre parce que ce n'était pas un choix évident ni léger pour moi, mais j'ai compris en fait à travers nos échanges que la contraception dans une relation, c'est une responsabilité à 2. On ne peut pas imposer à l'autre un choix individuel non consenti. Un moyen de contraception ou une absence de contraception qui reposerait uniquement sur mes convictions personnelles sans tenir compte de son avis, de son ressenti, de sa propre part de responsabilité dans cette décision commune. C'est un vrai sujet de couple, la contraception. C'est pas seulement une affaire de corps individuel, c'est aussi une affaire de confiance mutuelle, de dialogue et de compromis parfois. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la pilule. Et mentalement, c'est quelque chose, c'est vrai, qui est difficile, je vais pas vous mentir. C'est comme perdre en fait une liberté du corps que j'avais mis 3 ans à reconquérir pièce par pièce. C'est accepter de remettre ce voile que j'avais appris à ne plus porter. C'est aussi en quelque sorte un petit deuil d'une certaine façon, même si c'est temporaire, même si c'est choisi en conscience. Et bien sûr, je sais pas comment encore mon corps va réagir sur la durée, avec le recul et la connaissance que j'ai maintenant moi-même sans hormones. Et par contre, ce qui va changer, c'est que je serai plus attentive aux signaux, plus vigilante à mon état émotionnel, plus exigeante aussi, euh, en tenant compte de tout ce que j'ai expliqué sur les générations et les profils de risque des pilules. Mais ce que je retiens de cette expérience, c'est qu'il n'y a pas qu'une vérité unique. Il y a des corps différents, des histoires différentes, des couples différents et des moments de vie différents. Ce qui compte, c'est de rester à l'écoute de soi, de continuer à se poser des questions même après 11 ans d'habitude, même après 3 ans de certitude, et d'accepter que nos choix puissent évoluer sans que cela remette en cause la légitimité de ce qu'on a ressenti avant. Alors voilà pour cet épisode sur les pilules contraceptives. J'espère qu'il vous aura apporté des éléments concrets pour mieux comprendre son fonctionnement, ses différents types, ses risques réels, les alternatives qui existent. Et j'espère surtout que aussi mon témoignage personnel pourra faire écho à certaines d'entre vous, que vous soyez en pleine réflexion sur votre contraception, en train de la remettre en question, ou en train, comme moi récemment, de la reprendre pour des raisons qui n'ont rien d'anodin. Alors n'hésitez pas à me partager vos propres expériences, elles nourrissent toujours énormément les échanges. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Et en attendant, prenez bien soin de vous.